Bonsoir à tous et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 26 janvier. Plus d'une cinquantaine de gardiens de prison ont manifesté une nouvelle fois vendredi matin devant le centre pénitentiaire de Bois d'Arcy. Malgré des propositions de la ministre de la Justice, les manifestants réclament plus de moyens pour leur sécurité personnelle. Plus de moyens, ils en demandent aussi. La colère monte dans les hôpitaux et notamment au sein des EHPAD. Notre invité fil rouge pour cette émission est Freddy Brunel, secrétaire adjoint de l'Union syndicale solidaire pour les Yvelines. Dans le reste de l'actualité, retour sur la mise en garde du président du Sénat, Gérard Larcher, à propos de la réforme constitutionnelle voulue par Emmanuel Macron, ou encore un séminaire autour de la place de la République dans les quartiers organisés par la préfecture des Yvelines. Mais on débute cette émission avec un message de prévention en lien avec la crue de la Seine. Le pic est attendu ce week-end à Paris et pourrait avoir des conséquences encore dans les Yvelines, dans le nord du département précisément. Route barrée ou coupure d'électricité. Pour faire face à la situation, depuis jeudi, la préfecture a activé le centre opérationnel départemental et rappelle quelques conseils en cas d'inondation. Pensez à couper gaz et électricité. Plus d'informations et de précisions sur vigicru.gouv.fr ou yveline.gouv.fr. Tout est parti d'une agression dans une prison du Pas-de-Calais. Il y a 12 jours, la colère gronde chez les surveillants pénitentiaires. Hier, le gouvernement a présenté un protocole de proposition, notamment des équipements en gilets pare-balles, armes portatives, la création aussi de 1100 postes et des revalorisations salariales. Pour certains syndicats, le compte n'y est pas. Des blocages ont continué vendredi matin, comme à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Les précisions avec Grégory Canalé. 7 heures ce vendredi matin, sous l'œil des CRS, une cinquantaine de surveillants pénitentiaires de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy est en place depuis 1 heure pour bloquer l'accès au site. Plusieurs syndicats ont rejeté hier les dernières propositions du ministère de la Justice. Ils reconnaissent une avancée sur les mesures pour la sécurité des agents, mais attendent une meilleure revalorisation de leur statut et revenus. Le gouvernement a pourtant prévu une enveloppe de 30 millions d'euros pour augmenter les indemnités salariales. Nous, on ne lâchera rien, on restera jusqu'à ce qu'on peut rester, voilà, tout en gardant quand même un œil avec l'intérieur de la détention, sans créer des tensions sur la détention, mais on restera jusqu'à ce qu'il faut rester. À Bois d'Arcy, comme dans une soixantaine de prisons françaises encore aujourd'hui, les surveillants sont mobilisés depuis 12 jours et des débrayages qui impactent directement la vie de la détention. Ça impacte totalement puisqu'à l'heure actuelle, vous avez le service de nuit qui est mobilisé encore en cas d'événements particuliers sur la détention, mais il n'y a aucune vie dans la détention. C'est-à-dire que tous les détenus sont à l'intérieur et nous, on n'ouvre aucune porte et il ne se passe plus rien dans la détention. La détention est au point mort. Après l'arrivée des pompiers pour éteindre la barricade enflammée, les CRS se préparent et chargent pour déloger les manifestants regroupés derrière le portail d'entrée. Les forces de police parviennent finalement à pénétrer dans l'enceinte de la maison d'arrêt vers 9h30. La manifestation s'est ensuite poursuivie à l'intérieur du site. Une crise dans les prisons françaises qui semble s'enliser. Ce vendredi, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a appelé les surveillants à prendre leurs responsabilités pour la sécurité de la société. Les personnels pénitentiaires en grève et bientôt ceux des maisons de retraite. C'est mardi prochain. Ils dénoncent la réforme du mode de financement des EHPAD. Faut-il craindre un mouvement à l'instar des prisons, mais cette fois-ci dans les hôpitaux? Nous allons poser la question à notre invité fil rouge, Freddy Brunel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire adjoint de l'Union syndicale solidaire pour les Yvelines. Le personnel médical va-t-il lui aussi se lancer dans un mouvement de grève pour dénoncer la politique du gouvernement en matière de santé, un peu comme ce qui se passe en ce moment dans les prisons? Il y a une continuité dans la politique du gouvernement, puisque depuis Bachelot, on a plusieurs lois qui touchent directement la pérennité de l'hôpital public, et y compris les EHPAD publics. La loi Bachelot, la loi Touraine, qui a mis en place les GHT, les groupements hospitaliers du territoire, qui est un regroupement des hôpitaux, c'est un peu l'idée, mutualisation des moyens, ça veut dire aussi économie des moyens. Le gouvernement dit que c'est plus efficace aussi pour l'offre de soins, pour éviter les déserts médicaux. L'offre de soins, on en parlera si vous voulez. Donc, c'est une économie sur les moyens, c'est-à-dire de personnel, mais également des structures. Il y a un mouvement le 30 janvier des EHPAD. Ce sont les établissements
d'hébergement pour les personnes âgées et dépendantes, donc qui est en parallèle des maisons de retraite. Et les EHPAD, en fait, en deux pans. Il y a un secteur lucratif, il y a également un secteur public. On nous annonce concrètement 50 millions d'euros pour soutenir les EHPAD. Juste pour préciser, lucratif, vous voulez dire il y a un secteur privé et il y a un secteur public. Voilà, c'est le secteur privé lucratif. C'était important peut-être de... Et donc 50 millions d'euros qui seraient alloués pour les EHPAD, alors qu'on sait qu'il y a un manque d'effectifs flagrant, que dans le cadre de la politique qui est menée par le gouvernement actuel, mais donc c'est une continuité, comme je vous disais, il y a une souffrance du personnel, mais il y a aussi d'autres victimes, c'est-à-dire les patients, qui ne sont pas soignés dans les conditions qu'il faudrait. Il faut savoir que dans certains EHPAD, on se retrouve à doucher les personnes une fois tous les 15 jours et qu'une toilette ne dure que 10 minutes. Ça, c'est des exemples pouvoir manger concrets, ça dans un EHPAD... ça, c'est ce qu'on vous a raconté? C'est pas ce qu'on leur a raconté, c'est justement le témoignage des gens qui y travaillent. D'ailleurs, hier soir, j'étais avec des gens qui travaillent en EHPAD et qui étaient en souffrance au travail. 3 victimes. Il y a aussi, la famille qui culpabilise de mettre leurs parents donc, au sein des EHPAD. Alors maintenant, on nous dit 50 millions d'euros pour soutenir les EHPAD, j'espère, publics, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, s'il faut faire un parallèle sur les Yvelines, vous mettez les 50 millions d'euros qui seraient donnés pour l'ensemble des EHPAD par rapport au financement d'un seul bâtiment sur Poissy, qui sont les urgences qu'on attendait depuis des années, 71 millions d'euros. Faites le parallèle et il est très rapide. C'est très peu. Justement, vu que vous êtes ici tout seul en plateau, on va donner la parole à Agnès Buzyn, puisqu'elle était en déplacement ce matin dans les Yvelines, vendredi matin dans les Yvelines. Elle a évoqué ce sujet des EHPAD. Je vous propose de l'écouter. C'était au micro de Nicolas Dandry. Nous avons d'ores et déjà voté une augmentation de budget de 100 millions d'euros pour les EHPAD, pour augmenter les professionnels en fonction de la charge en soins, pour créer des postes d'infirmières de nuit. Et je viens de proposer un fléchage de 50 millions d'euros aux agences régionales de santé pour qu'elles puissent accompagner les EHPAD les plus en difficulté qui pourraient se sentir perdants de la réforme tarifaire. Je veux qu'à l'arrivée, il n'y ait aucun perdant parce que les besoins sont immenses dans les EHPAD. Et mon engagement aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de réduction de postes où que ce soit. Donc Agnès Buzyn était ce vendredi matin à Chevreuse dans les Yvelines. Elle dit en gros qu'il n'y a pas de suppression, pas de quoi s'inquiéter, que l'État est là pour soutenir les EHPAD qui seront en difficulté. Vous dites que ça, c'est de la communication en gros. C'est de la communication. La politique du gouvernement actuel soutient ce qui a été fait l'année passée. L'année passée, on a économisé 850 millions d'euros sur la masse salariale de l'ensemble des hôpitaux publics, ce qui correspond à une baisse de 22 000 postes au sein de l'hôpital public. Et Madame Buzyn, dans la continuité, notamment en faisant voter donc la loi de financement de la sécurité sociale, 2018, dégrève encore les hôpitaux publics. Et dans les hôpitaux publics, on y retrouve les EHPAD publics aussi. S'il faut donner un exemple concret, par exemple à Poissy, vous avez 2 EHPAD publics qui sont assujettis à l'hôpital public de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Et là, pour le coup, quand on baisse de 1,4 milliard d'euros pour les hôpitaux publics, il y aura un impact direct. 1,6 milliard d'euros qui est réclamé pour les hôpitaux publics en 2018. Je crois que c'est même un peu plus. Je dirais qu'il faudrait... Non mais attendez, on prend du retard. On a perdu 22 000 postes l'année passée. On dégrève encore donc, les hôpitaux publics d'autant de milliards. On va se retrouver avec une pénurie de personnel qui sera de plus en plus prégnant. Là, il y a urgence. Quel est le risque concrètement? C'est-à-dire qu'un jour, les médecins ne pourraient plus faire leur boulot, des burn-out Un exemple concret. J'en ai parlé hier avec une infirmière du bloc opératoire donc à Poissy-Saint-Germain-en-Laye qui me disait que mercredi soir, on a fermé le bloc opératoire puisqu'on n'avait pas l'ensemble du personnel pour pouvoir tenir le bloc opératoire de manière sécurisée. Voyez un peu les problématiques qu'on a. Bon, je ne vous rappellerai pas les temps d'attente, que ce soit au niveau des urgences. Je ne vous rappellerai pas non plus que pour pouvoir soigner un certain nombre de malades, il faut un certain nombre de soignants, de personnel soignant. Quand on sait, bon, je vous donne l'exemple de Poissy-Saint-Germain-en-Laye parce que je connais bien, quand on dégrève de 150 personnes qui travaillent donc en paramédical, que ce soit infirmiers, aides-soignants, secrétaires et compagnie, tout ce qui est logistique au sein de l'hôpital, on se retrouve avec
des problématiques pour pouvoir soigner dans les meilleures conditions possibles les patients. On se retrouve dans une situation de maltraitance. Et du coup, ma question qui allait se poser maintenant, c'était celle de l'image du système de santé en France. On a toujours une image, en tout cas à l'international parfois, d'un système très avancé, très égalitaire, très social. Est-ce que cette image aujourd'hui, avec les politiques qui sont mises en place, est fausse, est faussée? C'est plus le cas aujourd'hui en France, qu'on a plus ce système tant parfois souhaité par nos voisins européens ou internationaux? Et grâce à qui on a toujours un système de santé à la pointe, grâce au personnel, qui a une conscience professionnelle. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a encore un bon système et qu'il est en danger. On a un système qui est très performant. Le problème, comme je vous le dis, il faut arrêter de pressurer le monde médical. Sur quoi on fait l'économie encore aujourd'hui? Le gouvernement fait l'économie sur son personnel. C'est-à-dire que le fait de rappeler le personnel soignant chez eux, qu'ils sont en congé ou autre, quand il manque du personnel, cela fait économiser 5 milliards d'euros sur le budget au lieu d'embaucher. Je veux dire, il ferait mieux d'investir cet argent-là pour embaucher du monde. Et là, la problématique, c'est pas un milieu où on forme des gens du jour au lendemain. Oui, c'est ça, il suffit de parler du numerus clausus, des médecins, il faut des années pour former un médecin. C'est ça, comment à court terme on peut changer à court terme, déjà, on arrête de dégréver le budget, comme cela fait actuellement, on arrête, et là c'est un appel qui est fait notamment par Sud Santé Sociaux et l'ensemble des hôpitaux en lutte qui se sont réunis tout récemment, ils étaient une quarantaine d'hôpitaux en lutte. 40 hôpitaux en lutte, mais il y en a beaucoup plus qui se sont réunis ce mois-ci et qui vont s'associer avec le mouvement des EHPAD pour justement dire il faut qu'il y ait un moratoire sur notamment la loi Touraine qui s'applique avec notamment les groupements hospitaliers de territoire, comme je vous disais, qui est une mutualisation des hôpitaux. Et là, on demande un moratoire, que cela s'arrête et qu'on arrête de supprimer des postes au sein des hôpitaux. Il faut absolument avoir une politique d'embauche et de recrutement à long terme. Avant de continuer sur ce sujet, peut-être une précision par rapport à l'hôpital de Poissy-Saint-Germain et l'extension, puisque nous avions couvert cette actualité il y a une dizaine de jours et nous avions fait une erreur en indiquant que vous étiez contre cette extension, ce qui n'est pas le cas. Vous dénoncez principalement le manque de moyens, vous ne dénoncez pas l'extension du site directement. On l'a réclamé. On le réclame depuis des années. On le réclame depuis des années. Depuis le jour où l'ARS annonçait qu'on créerait un hôpital donc à Chambourcy, oui, c'est un vieux où on dossier, a investi, on a perdu de l'argent, 21 millions d'euros qui ont été investis dans du patrimoine terrien, à rien. Je veux dire, on n'a pas fait d'hôpital. Et donc depuis, on réclame des urgences, donc des locaux neufs. Donc, au sein de l'hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, parce qu'il est tout à fait inadmissible de travailler dans ces conditions-là. C'est réclamé par notre collectif, qu'on avait impulsé à l'époque, par notre syndicat, Sud Santé Sociaux et l'Union syndicale solidaire. Depuis des années, on le réclame. Le problème, il faut être critique aussi sur le fait que le financement des urgences à Poissy a une vraie problématique. C'est-à-dire qu'on a été face à une politique d'économie qui s'appelle le PREF, le plan de retour à l'économie, c'est-à-dire que le financement des urgences à Poissy s'est fait sur le dos notamment du personnel, puisque depuis plusieurs années, pour revenir à l'équilibre financier prôné par l'État, l'hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye s'est sacrifié d'entre 150 et 200 agents donc paramédicaux au sein de l'hôpital, ce qui fait, comme je vous le disais, des problèmes de conditions de travail qui s'aggravent. La mise au point au moins est claire pour l'hôpital de Poissy, mais à coup de pas encore une fois. Dernière question concernant... Juste une anecdote. La moitié des urgences ont été financées par l'État. C'est financé. C'est-à-dire que sur les 6 étages, on a 3 étages, c'est garanti. Par contre, on n'a toujours pas... Vous avez peur que ça soit fait sur, encore une nouvelle fois Justement, c'est-à-dire que l'hôpital envisage de se séparer d'un certain nombre de patrimoines pour financer ce qu'il manque, 71 millions d'euros, il manque la moitié. Et donc quand je parle de patrimoine et quand on parle des EHPAD, sachez que sur le périmètre de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, on a 2 EHPAD et on se battra pour garder ces 2 EHPAD au sein de l'hôpital public parce qu'on considère que ce n'est pas du patrimoine dont l'hôpital devrait se séparer, ni de l'ensemble du patrimoine dont il dispose, notamment à Saint-Germain-en-Laye. On a bien compris le message. Merci Freddy Brunel d'être venu en plateau répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire adjoint du coup de l'Union syndicale solidaire pour les Yvelines.
Merci encore à vous et bon week-end. On passe maintenant au résumé de l'actualité de la semaine. Google, Coca-Cola, Facebook ou encore Goldman Sachs, 140 patrons de multinationales étaient réunis au château de Versailles lundi pour le sommet Choose France, choisir la France. Le Premier ministre Édouard Philippe et le président Emmanuel Macron ont présenté et vanté les évolutions de l'économie française, un événement auquel a participé le député de la première circonscription des Yvelines, député de La République En Marche, Didier Bécher, propos recueillis par Nicolas Dandry. On a parlé beaucoup avec le CEO de Bank of America de financement, avec également le patron d'Allianz. Donc ils nous ont posé beaucoup de questions sur l'agilité en France, les réformes qu'on envisageait par rapport à la fiscalité. Ils avaient bien entendu les sujets de la flat tax qu'on avait mis en place. Et on a eu aussi assez rapidement des questions sur l'agilité du marché du travail, sur notre capacité à transformer les compétences des salariés. Donc j'avais pu expliquer qu'on allait mettre 15 milliards sur la table aujourd'hui pour développer notre programme de formation professionnelle et puis pour développer l'apprentissage qui est une clé en fait du développement des compétences de demain. Un début de rapport de force avec Emmanuel Macron. Mercredi, Gérard Larcher, président du Sénat, élu du Sud-Yvelines, a présenté ses propositions pour la future réforme constitutionnelle voulue par le président de la République. L'ancien maire de Rambouillet a réaffirmé ses réserves sur plusieurs points avancés par le président et son souhait d'avoir aussi un meilleur contrôle de l'action du gouvernement dans le futur. Les détails d'Aurélie Ronze. Les collectivités territoriales ne sont pas un problème, mais une chance pour la France. Depuis plusieurs mois, un groupe de sénateurs planche sur la réforme constitutionnelle, un chantier d'envergure lancé par Emmanuel Macron en juillet dernier devant le Congrès à Versailles. Entre le président français et le président du Sénat, Gérard Larcher, les avis divergent sur plusieurs points. L'interdiction du cumul des mandats dans le temps ou encore la réduction du nombre de parlementaires. Nous proposons de préserver l'ancrage territorial des parlementaires en prévoyant à l'article 24 de la Constitution l'élection au moins d'un député et d'un sénateur par département. Vient s'ajouter la question du cumul des mandats dans le temps des élus locaux et des parlementaires qui ne paraît pas acceptable en l'état pour une majorité du groupe du travail. Pour le sénateur des Yvelines et chef de la Chambre haute du Parlement, il faut avant tout préserver le lien entre les parlementaires et nos territoires. Je vais prendre un exemple, Montigny-le-Bretonneux, avant-hier. Près de 1000 personnes. Comment voulez-vous qu'on distancie la relation entre un parlementaire, des maires et les citoyens ? Autre projet qui tient à cœur Gérard Larcher, la ligne 18 du Grand Paris Express. Son avenir devrait être précisé dans les prochains jours. Il n'y a pas de vrai avenir solide pour le plateau de Saclay. Et donc, aussi, de Versailles à Rambouillet, pour toute cette partie-là, si nous n'avons pas des moyens de transport. Concernant le projet de loi de révision de la Constitution, il devrait être présenté fin février par le gouvernement. L'abandon de la candidature française pour l'exposition universelle de 2025 était aussi au cœur de l'actualité locale cette semaine. Un abandon qui impacte les départements des Yvelines et de l'Essonne, terre d'accueil du village global, et qui a fait réagir le président de l'université Paris-Saclay. Il était sur notre plateau lundi soir. Extrait. Pour nous, c'était un gain de notoriété énorme. On est déjà une université qui existe, on y reviendra. C'est pas juste un projet, mais avoir des dizaines de millions de visiteurs qui auront été en contact avec ce territoire, qui auront vu les bâtiments universitaires, qui auront vu des personnels, des étudiants mobilisés sur certaines activités de l'exposition universelle, ça aurait été un gain de notoriété énorme au moment où on lance cette université. Une centaine d'acteurs des quartiers de la politique de la ville étaient réunis mercredi à Versailles. La préfecture des Yvelines organisait un séminaire thématique « La République dans les quartiers ». Un temps pour échanger autour du sujet et améliorer la compréhension des valeurs de la République. Camille Lambert a pu suivre cette journée. Reportage. Être français, se sentir français, laïcité et citoyenneté, des notions parfois difficiles à aborder pour les habitants des quartiers en politique de la ville. Représentants d'associations, élus et acteurs sociaux ont participé à ce séminaire en préfecture des Yvelines. Objectif, trouver des réponses concrètes à des questions parfois abstraites.
Certains jeunes nous disent « La République nous a parqués dans les grands ensembles. La République doit maintenant s'adapter à nous. » Quand on prend l'histoire, il n'y a pas de volonté politique de parquer des gens dans ces quartiers. Au contraire, on fait face à la construction, à la reconstruction après-guerre. On revient sur des éléments factuels pour se réapproprier vraiment ce qu'il en est. Écouter les acteurs de terrain au contact des habitants, les orienter, mais surtout échanger sur leurs ressentis et leurs projets, comme celui de l'association Mosaïque d'Équevilly. Elle a réalisé un film avec les jeunes de son quartier. Ce projet-là, en fait, tout ce travail en amont-là, ça m'a permis déjà de me découvrir moi-même et aussi de découvrir les autres. Donc le vivre ensemble et le côté humain qui est important, surtout à retenir. Au quotidien, on peut avoir des questionnements autour de la laïcité, parce qu'on a vu que c'est des choses qui font débat au niveau de la société. Ils le ramènent à leur échelle. Nous, notre travail, c'est de leur permettre d'en parler librement, d'échanger. Une journée qui répond au plan de mobilisation nationale du gouvernement sur la politique de la ville lancé en novembre. Le compte-rendu de ce séminaire sera adressé à Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. C'était il y a 20 ans, le 23 janvier 1998. 11 personnes, dont 9 collégiens de Saint-François d'Assise à Montigny-le-Bretonneux, mouraient dans une avalanche aux Ors, dans les Hautes-Alpes. La catastrophe avait largement ému en France. Vous le voyez sur ces images, des milliers de personnes étaient venues assister aux obsèques au gymnase Pierre de Coubertin, transformé alors en chapelle ardente. En mémoire du drame, mardi, une messe de recueillement a eu lieu au collège Saint-François d'Assise. Ce sont 3 lettres que certaines villes redoutent. SRU, en référence à la loi de l'an 2000, qui vise à rééquilibrer le parc HLM sur le territoire en France et qui impose un taux minimum de logements sociaux dans les zones les plus denses. 19 villes des Yvelines sont pointées du doigt par l'État pour leur manque d'efforts dans le domaine et se voient pénalisées par la préfecture. Les détails avec ce reportage. Pas assez de logements sociaux au Clé-sous-Bois, alors c'est la préfecture des Yvelines qui reprend la main. La loi est claire, d'ici 2025, les villes soumises au dispositif SRU devront avoir 25% de logements sociaux. Et si elles ne respectent pas le rythme de construction, les sanctions tombent. Pénalités financières et droits de préemption urbain pour l'État. Autrement dit, la préfecture récupère le contrôle pour la réalisation de logements sociaux. Une injustice pour la maire des Clés-sous-Bois. Il ne lui manque que 11 logements pour respecter le seuil des 25%. On a beaucoup un sentiment de colère et d'injustice surtout face à l'administration et à son regard sur la réalité de ce que l'on vit, ce que vivent les maires dans les communes. On est traités un peu comme des gens qui ont, font preuve de mauvaise volonté, voilà. Mais c'est pas du tout, c'est pas le cas. Dans le département des Yvelines, 19 communes sont particulièrement mises en cause pour leur manquement à la loi, 79 en tout sur la région Île-de-France. La loi SRU vise principalement à rééquilibrer sur le territoire le parc HLM, un dispositif que la maire de Voisins-le-Bretonneux, 16% de logements sociaux, souhaiterait voir appliqué à l'échelle de l'agglomération. Quand la ville nouvelle a été créée, Voisins était vu comme le quartier résidentiel qui devait accueillir des pavillons. Donc en fait, on hérite d'une histoire qu'on nous reproche aujourd'hui. Et ce n'était pas un choix de l'époque, c'est l'État lui-même qui a fait le choix de répartir différents quartiers comme ça sur 50 ans en Yvelines. Un projet de loi logement sera dévoilé au mois de mars prochain. Le gouvernement pourrait alors décider d'assouplir, dans certains cas, la loi SRU. Il est en lice parmi les plus beaux de France. Le marché Notre-Dame à Versailles a été sélectionné pour un concours organisé par le journal Le Parisien et TF1. Le lieu accueille tout au long de l'année touristes et habitants du quartier et des alentours. Alors, Notre-Dame, plus beau marché de France, Léa Rege et Mickaël Elmidoro sont allés sur place poser la question. Le marché Notre-Dame est un lieu incontournable pour la vie de la ville de Versailles. 3 matinées par semaine, le micro-village de la place du marché s'anime. Fruits et légumes en tout genre, fromage, viande ou encore plats préparés, tout y est. Alors quand on demande aux visiteurs ce qu'ils pensent du lieu... Est-ce que c'est le plus beau marché de France ? Bah oui, bien sûr, puisque c'est Versailles, il y a du choix. Même par rapport à la province, je pense qu'on n'a rien à envier
au marché traditionnel de province. Les commerçants, l'ambiance, les produits, tout est bien. Il est très charmant, caractéristique de cette place très aérée. Versailles Notre-Dame est le plus beau marché de France, hein, le plus accueillant. Construit sous Louis XIII, le marché est d'abord un lieu d'histoire. Il s'étend dans d'anciennes halles et sur une place un peu excentrée du château de Versailles. Les commerçants sont fiers de travailler sur cet emplacement emblématique. Est-ce que selon vous, le marché Notre-Dame est le plus beau de France? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Par sa diversité. C'est le meilleur parce qu'on est à Versailles, c'est la ville des rois. Les votes du concours pour le plus beau marché de France seront clôturés le 15 février prochain. Les 24 marchés encore en lice auront la chance d'être mis à l'honneur lors du journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut avant l'annonce officielle du vainqueur. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'actualité en direct lundi à 18h sur l'antenne de TV 78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.